Bonjour à tous, il est... Elle va enlever le... Voilà. Voilà. Et voilà. Oui, bon, j'espère que tout le monde est bien connecté, que vous avez tous le son. Oui, 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 oui. Bon, parfait. Bonjour, oui. Bonjour, on va consacrer cette visio au voyage d'affaires. C'est la seconde que l'on y consacre. Enfin, la première était plus largement consacrée au transport aérien avec un volet voyage d'affaires. Là, on est uniquement sur le voyage d'affaires. Les déplacements professionnels. Alors, les déplacements professionnels, on peut dire que globalement, il y a des éléments positifs en matière de déplacement professionnel. D'abord, cette activité souffre un petit peu moins que le loisir. Par ailleurs, il n'y a pas de cluster et de cas de contamination, pas de médiatisation de contamination qui soit opérée soit dans les aéroports, soit dans les avions. Ni dans les trains d'ailleurs, dans aucun moyen de transport utilisé pour les déplacements professionnels. Il y a la mise en place des tests PCR depuis ce matin à l'aéroport de Marseille, très rapidement aux aéroports d'Orly et de Roissy, puis la généralisation dans les aéroports français, avec peut-être même dans une seconde phase l'arrivée des tests salivaires. Il reste toutefois le problème de l'acceptation des résultats de ces tests. Des tests, pardon, quand j'ai dit des tests PCR, c'était des tests antigéniques. Il reste l'utilisation des résultats de ces tests par l'ensemble des États dans le monde, ce qui demande une coordination qui est un petit peu compliquée à réaliser actuellement. Dans les éléments positifs, il y a également la nécessité de la relance de l'activité pour l'ensemble des entreprises. Je ne parle pas de notre secteur, je parle globalement de tous les secteurs économiques de la France. Il y a une volonté de relance. Dans les éléments positifs, il y a également le fait qu'après une longue interruption des relations dans les équipes des mêmes groupes ou des mêmes entreprises ou des relations avec les clients ou avec les fournisseurs, on a un petit peu envie de retrouver des vraies relations physiques comme dans l'ancien monde. Et puis à côté de ça, il y a toute une série d'éléments moins optimistes, moins positifs. Le premier, ça a été le développement du télétravail et surtout de la visioconférence. On en est un exemple. Ce genre de conférence, on n'aurait pas eu l'idée de le faire il y a un an sur le même sujet. Il y a dans les éléments freins, il y a la politique de voyage des entreprises qui est extrêmement restrictive pour des conditions, pour des raisons sanitaires, on va le voir très vite, et pour des raisons économiques également, parfois dites et parfois cachées. Il y a également dans les éléments négatifs le regain d'activité du Covid, on en parle beaucoup ces jours-ci, et cette médiatisation de l'activité du Covid crée un climat anxiogène qui n'est pas favorable au déplacement de façon générale. Et puis, il y a dans les éléments négatifs tout récents la probabilité ou le risque très fort d'un couvre-feu beaucoup plus rigoureux que ce qu'il est aujourd'hui et beaucoup plus étendu en matière d'horaire dès les prochains jours. Ça n'incite pas au voyage. Et le risque également d'un reconfinement, soit partiel géographiquement, partiel dans le temps, voire même total, qui est évidemment un frein majeur au voyage. Donc, dans la balance, il est évident que les éléments négatifs pèsent aujourd'hui dans le plateau beaucoup plus que les éléments positifs. Nous allons voir dans une première phase comment réagissent les voyageurs d'affaires, ou comment réagissaient il y a quelques semaines les voyageurs d'affaires, avec l'étude qui a été réalisée par OpinionWay, et elle sera présentée par Yann Barbizet et Benoît Parot. Ensuite, on étudiera la réaction spécifique d'Air France, un petit peu plus focalisée sur le transport aérien, avec Émilie Boucard, qui est directrice des ventes agences de voyage en France. Et puis, on fera intervenir également un acteur majeur du voyage d'affaires en France, qui est American Express GBT, et c'est Yorick Charveria, DGA d'American Express GBT, qui donnera son approche, son analyse de l'évolution du voyage d'affaires. Et tout cela sera éclairé par deux intervenants majeurs, que sont Valérie Bonnette, qui est à mes côtés à Paris, et David Keller, qui est journaliste à Déplacement Pro.
Valérie? Oui, bonjour à tous. Alors, sur les aspects techniques, nous enregistrons cette séance, hein, cette manifestation, on peut quand même appeler ça comme ça. Donc, pour ceux qui le souhaiteront et pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, ce sera un accès à ce qu'on s'est dit. Donc, les intervenants nous diront s'ils sont d'accord sur ce sujet-là. Et puis, nous ferons passer le support qui va servir à Yann Barbizet pour la présentation de la restitution de l'enquête OpinionWay. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter pour prendre des notes. Ouais. Vous aurez le support. C'est plus confortable pour vous. Et puis, comme le disait Jean-Pierre Masse, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser, vous savez, avec le moyen technique que vous avez. Et on se fera le relais de vos questions afin que vous ayez des réponses en direct. Voilà. Yann, à toi, si tu veux bien. Très bien. Donc, c'est Corinne qui a la main. Si tu veux. Je peux la mettre en plein écran. Donc, bonjour, je vais vous présenter la deuxième, Yann Barbizet de Corporate Mobilities. Je vais vous présenter un observatoire, donc c'est la deuxième vague, il y en a 4 au total sur les déplacements professionnels en France et à l'étranger, qu'on a initialisé au mois de juillet. Donc là, c'est la deuxième vague qui a été lancée sur courant septembre. Un petit rappel peut-être technique sur les gens qui ont été interrogés. Corinne? Ça marche. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, globalement, on a pris des échantillons de 500 voyageurs professionnels pour les entreprises, disons, de taille plutôt intermédiaire, supérieure à 250 employés. Et comme vous voyez, donc, la deuxième vague, elle a été réalisée du 21 au 28 septembre dans le contexte que rappelait Jean-Pierre tout à l'heure, à savoir avec des changements assez importants en termes de réglementation en France et également à l'étranger. Donc ça, c'est le rappel de ce qu'a indiqué Jean-Pierre. Évidemment, pendant cette grande date de la crise sanitaire, je passe dessus parce qu'on les a déjà largement commentés tout à l'heure. Donc, résultat de la vague détaillée sur la deuxième vague. Donc, le premier élément sur la manière dont les voyageurs se déplacent. Donc, il y a un léger frémissement par rapport à juillet, en ce sens qu'il y a un peu plus de déplacements sur le domestique, alors que sur la partie internationale, ça reste stable. Donc, on est vraiment dans un redémarrage, mais qui est très plus fort, enfin beaucoup plus fort en France qu'il ne peut être à l'étranger, avec globalement un léger frémissement sur la totalité des déplacements professionnels, en particulier donc sur la majorité des déplacements, c'est-à-dire des déplacements entre 1 et 5 déplacements professionnels. Donc très légère évolution par rapport à juillet. Alors, important aussi, ce sont les changements par rapport à la perception des voyageurs en déplacement. On voit qu'il y a quand même une affectation plutôt sur la vie personnelle, hein, puisqu'il y a 51% des personnes qui ont été interrogées qui indiquent avoir un impact négatif sur la vie personnelle, performance professionnelle 46% et la santé 37%. Donc là, on est plutôt dans une perception qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le ressenti, on verra tout à l'heure l'importance que peut avoir ce ressenti sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle, est majoritairement impactant, en particulier sur les catégories socio-professionnelles, je dirais plutôt des cadres, et évidemment sur les voyageurs qui ont les déplacements professionnels les plus importants. Alors, l'impact, il est aussi en légère diminution. Je rappelle que la première vague, il y avait 74%, 77% des collaborateurs qui avaient indiqué que il y avait eu un fort impact du Covid sur les déplacements professionnels. C'est en légère diminution. C'est assez logique
puisqu'il y a un commencement de redémarrage. Donc, on a une baisse de 13 points par rapport à juillet. À noter cependant que le déplacement étranger sont fortement impactés, puisqu'il y a 74% des voyageurs qui indiquent, quand ils se déplacent à l'étranger, que l'activité a fortement impacté leur entreprise. Donc là, il y a un léger, j'allais dire, une forme d'impact qui est un petit peu diminuée, mais qui est toujours prépondérant par rapport à évidemment, ceux qui n'ont pas été impactés. Ensuite, ce qui est aussi, là, on rentre dans les politiques de déplacement. On voit donc un léger, comment dirais-je, fléchissement des politiques de voyage, avec la part des voyages totalement gelés ou interdits qui est plutôt en diminution en France, alors que sur l'étranger, il n'y a pas de changement majeur. Ce qui veut dire qu'au fond, on sent bien là aussi que ce redémarrage, il s'inscrit plutôt en France que plutôt sur les déplacements internationaux. Ils sont restés inchangés, puisque vous voyez, il y a presque la moitié des collaborateurs avec des déplacements à l'international qui ont des politiques de voyage ou qui indiquent que les déplacements sont totalement interdits ou gelés. Ça, ce sont les éléments sur les politiques de déplacement. Donc, il y a 4 faits importants dans les politiques de déplacement en termes de hiérarchie. Tout à l'heure, Jean-Pierre indiquait, c'est qu'évidemment, il y a un encouragement des outils de visioconférence pour limiter les déplacements. C'était plus important en juillet, c'est en légère baisse, mais dans la hiérarchie, ça reste quand même l'élément le plus important aujourd'hui en termes de politique de mise en œuvre. L'anticipation des déplacements, alors il s'agit plutôt du planning que des départs, puisque aujourd'hui on est plutôt dans des départs de dernière minute. Ça, c'est consécutif aussi aux évolutions des politiques tarifaires qui sont moins restrictives, notamment pour faire des annulations. Enfin, on a la tendance à privilégier plutôt les trajets directs. Ça, c'est assez logique pour éviter évidemment tout ce qui est les enjeux qui sont liés au contact. Et ensuite, un resserrement sur les canaux de réservation privilégiés internes ou que ce soit lié à l'agence de voyage de l'entreprise. Ensuite, il y a tout un ensemble de mesures qui restent quand même présentes. Je pense notamment sur les possibilités de choix, les choix de transport, les choix d'hébergement. Évidemment, l'enjeu par rapport à des prestataires non référencés, notamment aujourd'hui, comme vous le savez, il y a pas mal de prestataires qui ont commencé, qui travaillent évidemment sur ces enjeux de référencement. Vous l'avez vu probablement sur un certain nombre d'appels d'offres, où maintenant il y a cette notion d'aide de devoir être référencé, en particulier si on a mis en place des mesures Covid. Je pense notamment à ce qui a été fait, je pense à Accor avec le bureau Veritas ou dans l'hôtellerie, typiquement avec Louvre-Hôtel qui a été mis en place avec l'Institut Pasteur. Donc voilà, donc il y a tout un ensemble de mesures qui ont plutôt tendance à être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus souples. Pour autant, les 4 premières mesures sont identiques à celles qui étaient en place au mois de juillet. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on leur a posé des questions. Vous voyez qu'il y a très peu de différence puisque plus de la moitié d'un voyageur professionnel n'a toujours pas d'idée de la date à laquelle les mesures qui sont mises à l'intérieur de l'entreprise sont levées. Les chiffres sont quasiment identiques. Donc, on sent bien qu'il y a cet aspect attentiste dont a parlé tout à l'heure Jean-Pierre, qui, au fond, est vraiment en toile de fond aujourd'hui quand on interroge les voyageurs sur cette perspective de dire est-ce que finalement ces mesures ou pas vont être levées. Donc, on est vraiment dans la continuité des éléments qui avaient été indiqués au mois de juillet. Empire. Oui, mais entre 52 et 54%, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement infime. Ça, c'est intéressant parce qu'on sent les mesures, l'effet des mesures de distanciation et tout le travail qui a été réalisé par les ensembles des prestataires sur la chaîne de valeur, puisque, au fond, les personnes qui ont voyagé ont plutôt eu une expérience Covid plutôt conforme. Vous voyez donc la partie tout à fait conforme sur l'hôtellerie, sur la location de voitures, sur le ferroviaire et sur le déplacement aérien sont en train de remonter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les expériences Covid
sont plutôt tout à fait conformes et plutôt conformes. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, quelque chose d'assez rassurant. Ce qui est certain, c'est que plus on va vers du transport collectif, plus c'est compliqué. Et ça reste, le transport collectif reste quand même un enjeu majeur. Évidemment, et plus on va sur des transports individuels ou le séjour à l'hôtel, qui est en fait, à partir du moment où on rentre dans un hôtel, il y a une chambre, donc on est dans un univers beaucoup plus circonscrit. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a de toute façon une évolution qui est plutôt assez positive et qui montre tout le travail qui a été fait par l'ensemble des opérateurs pour justement créer tous ces gestes de conformité, les gestes de barrière et tout ce qui a été mis en place par l'ensemble des acteurs du marché. Alors, ce qui est important aussi, c'est au fond, il y a quand même l'effet un peu France et Europe. On sent qu'aujourd'hui, que les voyageurs sont tout à fait disposés à voyager en France métropolitaine, ailleurs en France et sur la communauté européenne. Et quand on sort de la communauté européenne, donc vous voyez, que ce soit l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie, la Russie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, on voit une vraie réticence à se déplacer. Alors ça, c'est lié évidemment non seulement au fait qu'à un moment donné, certains pays où il y a des difficultés n'ont pas forcément mis systématiquement des mesures de protection. Ça vient également du fait que les systèmes sanitaires de ces pays ne sont pas aussi peut-être effectifs que ce qu'on peut trouver en France ou des choses de cette nature. Donc, il y a vraiment une crainte à un déplacement au-delà de l'Europe et particulièrement, donc, vous voyez, sur l'Afrique et sur l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale. Est-ce que je peux intervenir sur Bien sûr, sur ces informations-là? C'est que, à mon avis, on voit quand même la part seulement d'irrationnel qu'il y a vis-à-vis de la situation sanitaire. Que les voyages en France métropolitaine fassent moins peur, entre guillemets, qu'à l'étranger, tout à fait logique, puisqu'il n'y a pas de problème de fermeture de frontières éventuelle, etc., etc. Bien entendu, ne pas vouloir voyager en Asie, puisque c'est l'une des destinations, c'est même la destination qui est la plus fortement repoussée, ça relève de l'irrationnel si on raisonne en termes sanitaires. En termes de circulation du virus, il vaut mieux aller à Séoul ou à Hong Kong qu'à Bruxelles. Et si c'est pour la crainte de restrictions qui, comme ça, tomberaient et qui nous coinceraient dans le pays, en termes de restrictions qui tombent comme ça sans prévenir, l'exemple le pire que je connaisse, c'est quand même celui du Royaume-Uni cet été. Donc, le fait de voyager dans l'Union européenne ne protège pas d'un virus qui circulerait moins qu'ailleurs, en tout cas pas en Asie, et ne protège pas non plus contre des restrictions qui seraient prises comme ça d'un seul coup, sans coup férir. Donc là, je pense que c'est intéressant ce slider-là pour le côté quand même irrationnel d'une partie du ressenti. Vous verrez, tout à fait d'accord avec vous sur l'irrationnel, vous verrez des prises de position assez irrationnelles après qui vont arriver dans l'analyse qu'on a faite. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que évidemment, plus on va à l'étranger, plus on est disposé à voyager. C'est aussi d'autres types d'enjeux qui sont importants. On verra aussi la dichotomie qui existe entre les voyageurs qui voyagent spécifiquement sur le domestique et les voyageurs qui vont à l'international, qui sont eux beaucoup plus prêts à voyager pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer. Corinne. Alors, là, c'est aussi dans la même veine, puisque là, s'il s'agit des dépistages tout à l'heure pour les dépistages du Covid, on a parlé tout à l'heure des tests antigéniques. Donc là, on voit que naturellement, assez logiquement, quel que soit le moment du déplacement, la grande majorité des voyageurs sont totalement disponibles ou prêts ou sous certaines conditions à être testés, ce qui est plutôt une comment dirais-je, une bonne nouvelle. Mais ce qui reste, vous voyez, en fonction, il y a eu quelques changements, mais de toute façon, là, on voit bien qu'il y a une vraie prédisposition des voyageurs à être testés. Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors là, on est dans un, dans un système où on a demandé aux voyageurs aujourd'hui s'ils sont totalement disposés ou sur certaines conditions à effectuer les déplacements professionnels, donc en fonction d'un certain nombre de modes de transport. Donc ça, la première slide, c'était sur leur dernière expérience, et ça, c'est d'une façon un petit peu plus générale. Donc ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire au fond tout ce qui est transport personnel, la voiture personnelle aujourd'hui, évidemment, a été très très forte au mois de juillet, baisse un peu. Pour vos informations, des opérateurs comme les autoroutiers, comme Vinci Autoroute, n'a jamais eu autant de monde sur les autoroutes que ces derniers temps. Donc on sent bien qu'il y a eu un report du déplacement professionnel sur la véhicule propre personnel ou pro. Location de voiture, on est également disposé. Le train, également, il y a eu un gros travail qui a été fait notamment par la SNCF de communication sur ce sujet, également sur l'aérien et également sur les VTC et taxis. Donc on sent qu'il y a une disposition pour se déplacer. On va voir les conditions dans lesquelles les personnes souhaitent être encadrées. On va voir ces conditions d'encadrement, mais globalement, il reste quand même assez disposé à utiliser les modes de transport pour les déplacements professionnels. On va retrouver la même chose s'agissant de l'hôtellerie, avec un effet marque ou un effet gamme qui rentre en ligne de compte, puisque vous voyez que plus on est sur le haut de gamme, que ce soit sur les hôtels hôteliers ou sur les indépendants, on est également beaucoup plus disposé à se déplacer plutôt sur du haut de gamme que sur du moyen de gamme, sur l'entrée de gamme. Et celui qui fait en fait un peu plus les frais du système, c'est Airbnb, qui lui est plutôt considéré avec un peu plus de réticence en tout cas que le haut de gamme ou le moyen de gamme. Là, c'est important aussi, c'est qu'en fait, il y a deux types d'activités qui sortent. Soit les voyageurs veulent avoir un peu plus d'informations sur leur déplacement, l'information sur les règles en vigueur, sur la politique de remboursement, les frais appliqués, sur le classement, sur les règles sanitaires mises en place. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont commencé aujourd'hui à mettre en place un certain nombre de rankings sur les règles sanitaires. Et puis, il y a des enjeux par rapport également à tout ce qui est le process, c'est-à-dire en gros les process automatisés de prise en charge et de restitution des véhicules et des chambres, également tout ce qui est l'automatic checking pour tout ce qui est la montée à bord, et puis évidemment tout ce qui est le paiement sans contact, qui est aussi un élément qui est plutôt bien vécu ou qui intéresse assez fortement les voyageurs. Donc on a à la fois des informations sur les réglementations en vigueur, le respect des règles, mais également une attente qui est assez forte en matière d'éléments plutôt liés au processus que je viens d'indiquer par les voyageurs. Tout ça pour évidemment inciter à la distanciation. Alors, ça c'est nouveau par rapport à juillet. On voit quand il s'agit quand on parle un petit peu des conditions, il est indispensable, très important, plutôt important de mettre en œuvre. Vous voyez tout un ensemble de mesures qui sont extrêmement ou qui sont indispensables ou très importantes pour quasiment les deux tiers des personnes interrogées. C'est les mesures sanitaires, porter les masques, fluidifier le trafic, que ce soit que les trains, les avions, les voitures soient nettoyés en profondeur, du gel hydroalcoolique. Et vous vous souvenez cette histoire de passagers qui avaient été débarqués, un passager, je crois, SNCF, qui avait été débarqué parce qu'il refusait de porter son masque. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a pour une des conditions qui sont très très réceptives, qui pourraient être mises en place. On sent qu'aujourd'hui, il y a quand même un enjeu extrêmement fort sur tout ce qui est la protection, à la fois réelle et à la fois visible. Aujourd'hui, il y a des attentes qui sont extrêmement fortes, qui sont demandées par les voyageurs d'affaires. Excusez-moi, pour parler des témoignages que j'ai pu avoir de voyageurs d'affaires, d'entreprises, de fournisseurs de voyages, de fournisseurs d'hébergement, il se trouve que c'est vrai que les mesures
autoritaires qui sont prises en termes sanitaires dans les transports sont plutôt acceptées. Je dis bien plutôt seulement. Déjà, on voit qu'il y a quand même un quart au minimum des personnes qui sont pas forcément convaincues, mais plutôt bien acceptées parce que je pense que dans les transports, on accepte d'être encadré, on accepte l'autorité, on accepte qu'on nous garde notre bouteille d'eau avant de monter dans l'avion, on accepte qu'un contrôleur vérifie notre titre de transport. À l'hôtel, c'est très différent. Hein. À l'hôtel, on se sent un peu chez soi, du moins quand l'hôtelier fait bien son travail. Et c'est vrai que les clients qui sont un peu barbés parce que on leur dit de mettre leur masque alors qu'ils se lèvent pour faire une distance de 2 mètres pour aller se servir du jus de fruits au petit déjeuner. Ça, c'est beaucoup moins bien accepté. Ça fait partie du voyage d'affaires, hein, bien sûr, l'hébergement. Je peux vous dire d'ailleurs qu'il y a une chaîne qui m'a clairement dit, c'est pas Accor, qui m'a clairement dit qu'ils avaient mis en place une sorte de numéro vert, sorte de à moitié soutien psychologique à leur staff et aide à la gestion de conflits parce que ça se passe pas forcément d'une façon fluide. Alors, bien sûr, c'est traumatisant hein, des conflits avec les clients. Donc, même s'il n'y en a que 1 sur 25, il va quand même nous marquer. Mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, encore une fois, surtout dans l'hébergement. Oui, alors vous avez parfaitement raison sur l'hébergement. D'ailleurs, si vous avez vu les slides précédents, on voit que c'est quand même dans l'hébergement, l'expérience est la plus forte. Ça veut bien dire qu'à un moment donné à un autre, il y a eu un moment où ils sont rentrés dans l'hôtel, ils ont fait le check-in ou le check-out, mais une fois qu'ils sont à l'intérieur de leur chambre, entre guillemets, il y a moins d'enjeux. Et il y a même, comme vous l'avez vu probablement aussi, des attentes fortes en matière de tout ce qui est livraison de repas dans les chambres, les choses de cette nature. Donc on sent quand même effectivement l'hôtellerie. Maintenant, quant au poids que ça a sur le staff, c'est évident. Il y a les entreprises de voyage sont partenaires avec AXA Assistance de cet observatoire. Et quand on discute avec les personnes qui s'occupent des call centers d'assistance aujourd'hui, notamment sur le Covid, on sent très fortement la montée en charge, la puissance d'un certain nombre comment dirais-je, de complexité très claire à gérer, notamment dans les rapports d'autorité que vous avez mentionnés tout à l'heure. Alors, j'allais vous dire, ça c'est quand même un élément important et on voit bien qu'au final, si l'ensemble de ces conditions sont déployées ou pas déployées, il y a quand même un chiffre qui est assez puissant, qui est à 76% des personnes interrogées, qui indique que si elles estiment que les conditions sanitaires du déplacement ne sont pas suspendues, elles seraient prêtes à exercer un droit de retrait. Donc là, c'est un chiffre qui est assez fort, qui montre bien les aspects à la fois rationnels et irrationnels que mentionnait David tout à l'heure. Et on sent qu'aujourd'hui, il y a cette perception hein, aujourd'hui qui est extrêmement importante. Alors, c'est la perception, c'est le vécu, c'est probablement aussi qu'on peut vivre dans un déplacement différentes expériences Covid avec des prestataires différents qui peuvent être de différentes qualités. Donc, il y a tous ces sujets-là qui sont vraiment extrêmement prégnants et on voit quand même que c'est une question qui est puissante, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 50% des personnes interrogées qui exerceraient probablement leur droit de retrait. Alors, c'est du déclaratif, certes, systématiquement derrière le Covid et qui peut s'exercer de cette manière-là. Ensuite, sur la dépendance des déplacements. Clairement, en fait, on voit aujourd'hui quelque chose qui est en train de s'immiscer dans les esprits, notamment avec ce qui s'est passé dans le télétravail et la visio. On voit quand même qu'il y a 54% des personnes interrogées, donc c'est en baisse hein, de 7 points par rapport en juillet, qui considèrent que les missions de déplacement sont plutôt indispensables et nécessaires et utiles, et 46% pensent le contraire. On voit quand même que quand on part à l'étranger, on est à 67%. Donc du coup, ça veut bien dire aujourd'hui que cette perception du déplacement professionnel comme indispensable est vécue à la fois différemment en fonction de l'urgence ou de la nécessité de se déplacer en France et à l'étranger.
Pour autant, l'importance reste certes à 54%, mais on voit qu'il y a une légère baisse. Alors, il y a des explications juste après par rapport notamment à la perception notamment de la visioconférence. Moi, je trouve que ce chiffre très important et très impressionnant, hein. Quand on se prive de tout, on arrive mieux à évaluer ce qui est essentiel. Pour moi, c'est clairement. Alors, il y a le chiffre brut, 54 et 46, et puis il y a cette baisse, hein. On aurait pu croire que dans le temps, la nécessité de voyage se faisant plus ressentir, ce chiffre aurait au contraire été à la hausse. Ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est un chiffre très important. Je trouve que c'est une donnée très importante de votre enquête et je pense que ça préfigure quelque chose qui se passera, y compris quand on sera sorti de la crise, hein, c'est-à-dire un recentrage sur le voyage essentiel. Me permettre, Yann, Yorick, sûr. juste, moi, je pense qu'il faut lier ce chiffre qui, en effet, je suis assez d'accord avec David, c'est hyper important et ça fait peur d'ailleurs, hein. Oui, Il y a de plus en plus de personnes qui pensent que c'est de moins en moins important de se déplacer pour faire du business. Je pense qu'il faut le lier aussi avec un peu plus haut, il y a eu quand même, où j'ai quand même noté quelque chose d'assez étonnant, surtout pour une population de Français comme nous, on a une vraie absence de réticence à subir des tests et des dépistages. Je considère qu'il y a une vraie résilience, c'est assez étonnant, je trouve. Et pour moi, ça peut peut-être expliquer le fait que on nous impose tellement de choses et que pour voyager, il va falloir vraiment maintenant subir des tests dans tous les sens que en fait, j'ai peut-être pas envie. Donc pour moi, je vais peut-être faire la sélection naturelle de mes déplacements qui en définitive, que je ne juge ne plus être très très important. Et je pense que les deux vont ensemble. Et tu as raison, je pense, Yorick, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas si une des premières slides, on dit que les voyageurs disent que ça va avoir une conséquence sur la baisse de leur performance et de la productivité. C'est clair que si dans un déplacement, on passe 2 heures, 3 heures, à passer des tests, etc., ça finit par plomber la productivité. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il y a le cumul de l'ensemble de ces mesures qui finalement peut devenir aussi contre-productif par rapport au temps réellement passé et le temps effectif de travail qu'on peut avoir en déplacement, qui est quand même un critère qui est assez fondamental. Et je pense que tu as raison, il y a une forme de résilience où on se dit de toute façon, il faut y passer et donc, du coup, le score d'importance, il diminue. Ensuite, il y a un autre phénomène, était bien placé pour le savoir, pour qu'on les aborde souvent ensemble. Il y a des choix de déplacement qui sont en train de changer. Il faut vraiment faire attention sur les motifs de déplacement, à savoir est-ce qu'on va pour voir des clients, on fait de l'intra-entreprise, est-ce qu'on fait de l'inter-entreprise, est-ce qu'on va faire des prospects. Ensuite, il y a toute une analyse à faire derrière sur l'importance de ce déplacement eu égard aux motifs de déplacement. Donc, je pense qu'il faut relier ça aux motifs de déplacement. C'est clair que tout ce qui est inter ou intra-entreprise a plutôt tendance à baisser et les déplacements un peu plus indispensables, on essaie de les maintenir si on ne les a pas annulés pour toutes les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure de restriction de politique voyage. Je crois que cette slide est extrêmement intéressante, en effet. Ceci dit, il faut légèrement la tempérer. On reposera la question lors de la prochaine vague d'enquête, pas de Covid. Il faut légèrement la tempérer parce qu'elle a été faite, la première question a été posée au mois de juin, je crois, dans une période… Début juillet. Pardon, début juillet? Oui. Début juillet, dans une période où tout le monde disait mais ça y est, on sort de l'épidémie, de la pandémie, les frontières vont s'ouvrir, on va pouvoir se déplacer. Et elle a été reposée fin septembre, début octobre, dans une période en revanche où le climat était beaucoup plus anxiogène avec la certitude d'une deuxième vague dont on ne connaissait pas l'importance. Donc il faut légèrement relativiser cette réponse en fonction de ce contexte. Et en même temps, Jean-Pierre, si je peux me permettre, il y a aussi un diktat du retour sur investissement qui est beaucoup plus impératif encore qu'il l'était au mois de juin. On ne peut se déplacer que lorsqu'il y a un fort ROI qui arrive et qui est à justifier dans la plupart des entreprises désormais. Absolument. Je te propose, Christine, puisque tu es là au nom d'Avis et en tant que partenaire des entreprises du voyage, de réintervenir tout à l'heure après Air France pour donner ta vision sur les résultats de cette enquête. On continue, Yann? Oui, allons-y. Alors,
c'est complètement lié à ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la notion d'efficacité. Hein. On a vu qu'il y avait 46% des personnes qui considéraient que le Covid avait un impact négatif. Eh bien, la conviction des rendez-vous en présentiel reste plus efficace, mais elle continue à s'éroder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, on voit quand même qu'il y a une efficacité. Le face-à-face est considéré comme beaucoup plus efficace et plus efficace. Certes, à la fois pour l'intra-entreprise, la maintenance informatique, les rendez-vous clients, également la prospection commerciale. On voit un peu ce que disait à l'instant, on parlait sur les rendez-vous clients et sur la prospection, on fait du retour sur investissement. Là, c'est très clair qu'à un moment donné ou à un autre, on se dit est-ce que c'est possible, est-ce que c'est nécessaire de le faire face à face ou pas. Ensuite, il y a des métiers où la mobilité est intrinsèquement liée au business. Je pense notamment à l'industrie pharmaceutique avec les visiteurs médicaux. Je pense également à tout ce qui est du domaine des normes où vous êtes obligé d'avoir une présence physique sur site pour pouvoir les éléments. Donc, c'est aussi à ponctuer de la nature du business. Il y a des business où la mobilité est intrinsèquement nécessaire à la finalisation du métier. Il y en a d'autres où on peut virtualiser tout ou partie du cycle de vente ou du cycle d'exploitation. Donc, c'est aussi une considération à prendre en compte qui est extrêmement importante. Alors, les perspectives de la reprise. Alors, ça ne vous étonnera pas. Globalement, il y a à peu près 50% des personnes interrogées qui considèrent qu'elles feront au moins un déplacement d'ici la fin de l'année en France. Et elles sont 48% à le faire pour ce qui concerne le déplacement à l'étranger. Donc, avec évidemment aujourd'hui un décalage sur 2021, puisque sur 2021, on est en train de faire cette bascule à laquelle on s'attendait tous un petit peu, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a certes une volonté de se déplacer qui est plus forte qu'au mois de juillet, mais pour autant, il n'y a pas, comment dirais-je, un engouement absolument énorme sur le sujet. Dernier point qui est important aussi, celui-là, c'est au fond, c'est quelle est la perception des salariés sur ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'ils souhaitent que leur entreprise vont pérenniser ou pas. Donc la ligne verte, c'est quand on interroge les voyageurs, ils nous disent oui, je pense que l'entreprise va le pérenniser et ce qu'eux souhaitent en violet, que ce soit pérennisé. Et on voit aujourd'hui que l'ensemble des éléments qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui étaient l'usage des outils de visio, l'anticipation, modifier le choix d'hébergement, les modes de transport, les entreprises, les collaborateurs pensent que les entreprises vont les maintenir et évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux à que ce soit pérennisé. Donc là, il va y avoir un choix qui va s'opérer sur, au fond, quelles sont ces mesures qui vont être pérennisées. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que toutes les mesures qui ont été mises en place par les entreprises, eh bien, il y a à peu près entre 10 et 15 points de différence parce que les collaborateurs souhaitent qu'elles soient pérennisées. Donc là, il y a un vrai enjeu à terme sur ces mesures et sur l'ensemble des différentes mesures qui ont été prises par les entreprises pour encadrer le Covid et leur politique de déplacement. Donc, voilà, donc les prochaines échéances, ce sera au mois de novembre. On va faire la troisième comment dirais-je, troisième vague. En résumé, donc, on a un frémissement des reprises de déplacement professionnels en France et avec un enjeu très fort sur l'étranger avec un stand-by. Des politiques des déplacements qui continuent à être fortement encadrées avec des règles. On a plus de souplesse pour les rendez-vous à caractère commercial que le MICE. Ensuite, on a un avenir à court et moyen terme qui est toujours assez flou, malgré un bon retour d'expérience et la disponibilité des voyageurs pour se faire tester. Enfin, les 4 derniers points. Oui. Voilà, toujours réceptif aux mesures.
il y a un véritable enjeu sur l'amélioration. On a vu qu'il y avait 67% qui seraient prêts à exercer leur droit de voter. Assistance, encadrement Covid, plus prononcé sur les déplacements à l'international. Et l'importance de se déplacer, elle est vécue différemment entre les déplacements domestiques et internationaux. Et enfin, pour conclure, les nouvelles organisations du travail, la visio et par extension du télétravail avec des nouveaux types de déplacements. En ce moment, on travaille beaucoup avec certaines entreprises sur les déplacements domicile-travail moyenne distance, sous l'effet du déploiement du télétravail, qui sont en train vraiment d'exploser aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions au fil de l'eau, bien évidemment. Merci de votre attention. Merci. Merci Yann, c'était très riche. Pendant ton intervention, il y a eu une intervention de Jean-Marie Laurent. Je ne sais pas dans quelle région est Jean-Marie Laurent. Haute-Savoie. En Haute-Savoie, qui disait que les hôtels qui avaient le mieux fonctionné, c'était les hôtels d'entrée ou de moyenne gamme et les résidences de loisirs, ce qui est probablement… globalement, résidence hôtelière. Puisqu'on interroge en fait chaque fin de mois, on fait un tour par téléphone pour discuter avec tous les hôteliers qui sont adhérents à l'Office, pour recueillir leur avis beaucoup plus au-delà d'un simple chiffre de taux d'occupation et d'évolution. Et effectivement, ce qui en ressort, c'est que la résidence hôtelière offre une indépendance, alors notamment à la clientèle loisir, mais aussi à faire en termes d'indépendance de restauration, de petit déjeuner. Il y a une limitation des risques qui est colossale et une souplesse de séjour qui séduit énormément. Et ça se ressent à hauteur de 10 points quasiment d'écart avec les hôtels qui fonctionnent le mieux. Donc voilà. Ça vient un petit peu en légère contradiction avec la déclaration d'intention, qui est une déclaration d'intention et pas un comportement de choix d'hôtellerie de catégorie supérieure. Je propose qu'on passe au transport aérien et je vais demander à Émilie Boucard de nous rejoindre, de nous faire les commentaires d'Air France et la vision d'Air France sur l'avenir du voyage d'affaires. Oui, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Super. Alors, l'idée, c'était effectivement d'apporter un éclairage complémentaire parce qu'on a fait également un dispositif de sondage entre juin et septembre sur notre base de clients. Juste pour avoir la base, on a eu 585 réponses, donc c'est représentatif. Et du coup, je vais faire un focus sur 3 points qui viennent compléter les points présentés par Yann. Un sur la reprise, un deuxième sur les priorités clients pour voyager et un troisième sur les changements de politique voyage. Donc, sur la partie reprise, alors Yann l'a dit plusieurs fois et ça s'est vraiment révélé dans nos 2 sondages. On a vraiment un pessimisme, on va dire, qui s'est accru au niveau des voyageurs et une ambition de reprise potentielle qui s'éloigne dans le temps, entre juin et septembre, puisque la reprise de 3 à 6 mois, en gros, qui concernait plus de 50% des voyageurs en juin, globalement s'éloigne sur du 6-9 mois sur je ne ferai pas un nouveau voyage avant 2021 et au-delà. On a même, là, dans les résultats constatés, on a 50% de notre base client qui n'a pas du tout remis les pieds dans un avion. Quand je dis base client entreprise, qui n'a remis aucun voyageur dans un avion. Et ça, effectivement, comme l'a dit Yann, c'est assez différent suivant les types courriers, notamment entre juin et septembre. Ce qu'on constate, c'est que en juin, on était déjà assez optimiste sur le court courrier. On avait une bonne reprise du court courrier. Alors, bonne reprise, toute proportion gardée dans le contexte actuel, mais on était plutôt sur des index à 40-50. Et ça, je dirais que la tendance se prolonge et s'accentue, donc c'est plutôt positif. Sur le long courrier, on n'avait pas de reprise et malheureusement, la tendance se prolonge également. Et par contre, la surprise et la mauvaise surprise, elle vient surtout du moyen courrier et des voyages européens pour nous, où on avait une belle ambition, notamment en termes de programme, puisqu'on envisageait mettre entre 50 et 60% de notre programme sur le moyen courrier. Et aujourd'hui, on se rend compte que les voyageurs, et notamment les voyageurs d'affaires, ne sont pas du tout au rendez-vous, puisqu'on est sur des index aux alentours de 20 à peu près. Donc, on est obligé d'ajuster notre offre sur le moyen courrier pour répondre à cette non-demande. Et donc, cette ambition se retrouve un petit peu à la baisse. Après, il y a un élément qu'on a entendu
plusieurs fois sur l'optimisme des PME-PMI et le dynamisme des PME-PMI. Alors, on a retrouvé ça également dans notre sondage. Le problème, c'est qu'on ne le retrouve pas du tout dans les résultats, puisque en fait, on est vraiment sur quelque chose de… on a les mêmes tendances en fait entre les grands groupes et les PME-PMI. Donc, il y a un optimisme, en tout cas nous, dans notre sondage qui se retrouve, mais qui se retrouve encore une fois pas dans les résultats pour le moment. Pour nous, les secteurs les plus dynamiques restent le secteur public, la chimie et le bâtiment. C'est vraiment, ce sont aujourd'hui les secteurs sur lesquels on arrive à avoir des index un petit peu supérieurs, on va dire, à la moyenne. Pour la partie priorité sur les clients qui ont voyagé ou vont revoyager, Yann en a pas mal parlé. Je vais faire un melting pot entre ce que nous, on a eu dans notre sondage et ce dont Yann a parlé. Mesures sanitaires, bien entendu. Réglementation sur les entrées-sorties, flexibilité, conditions de flexibilité et la notion de vol direct. Je dirais que là, on est sur les quatre prioritaires. Alors, je vais déjà adresser, je vais un peu essayer de donner la réponse d'Air France à ces différentes priorités. Sur la partie vol direct, notre stratégie, ça a été vraiment d'ouvrir un maximum de réseaux, puisqu'on a été sur 85% de nos destinations qui ont été ouvertes. Alors, bien sûr, avec des ajustements de fréquence. Et ça a été extrêmement apprécié de nos clients, puisqu'en fait, on avait une réponse à apporter à chacun de leurs besoins. Et c'est vrai que le besoin de vol direct s'est exprimé également chez nous. Donc ça a été la réponse qu'on a apportée et qui a été encore une fois très appréciée. Alors après, ajustement de fréquence, ajustement de type avion pour mettre des avions plus petits lorsque la demande n'était pas là, mais en tout cas, la destination était desservie. Et puis pour les trois autres points, donc rappel, mesures sanitaires, réglementation et conditions de flexibilité, on a créé le label Air France Protect, qui est un label donc, qui regroupe un certain nombre de choses. C'est déjà un engagement sanitaire. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les mesures sanitaires qu'on fait, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce label, il couvre l'ensemble du parcours client. Donc, comme on dit, door to door, entre guillemets, avec une réponse pas que en vol, et bien à l'aéroport, en vol, etc., sur l'ensemble du parcours client. Ensuite, on a mis à disposition l'ensemble des informations en temps réel sur les entrées-sorties dans les pays, les règles d'entrée-sortie dans les pays, et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on a fait donc, dans le domaine de la crise. Non seulement c'est disponible sur notre site internet, mais c'est également poussé à tous les voyageurs 7 jours avant le départ. Et ça, c'est très apprécié, puisque ça rappelle les règles et donc aucune mauvaise surprise au moment du voyage. Et enfin, dernier point, pour répondre aux besoins de flexibilité, on a simplifié nos règles au maximum. Aujourd'hui, on est sur des billets qui sont 100% flexibles, voire, suivant la date du voyage, 100% remboursables. En tout cas, on est sur un voyage jusqu'à mars 2021. Donc voilà, on ne veut pas que ça soit un caillou dans la chaussure et une source de stress, cette notion de flexibilité. Donc je dirais qu'on a mis tous les voyants ouverts avec ce label Air France Protect pour que les voyageurs reviennent dans nos avions. Et d'ailleurs, le label commence maintenant à être bien connu de nos voyageurs. Quand on fait des sondages à la sortie d'avion, les gens maintenant reconnaissent ce label Air France Protect, donc c'est qu'une partie du chemin est gagnée. Une autre partie qui est très importante, c'est que quand on a fait le sondage en juin, on avait 75% des personnes interrogées qui avaient une appréhension à reprendre l'avion et à retourner dans un aéroport. Et aujourd'hui, on a refait ce sondage, mais avec un élément complémentaire qui est quid de ceux qui ont déjà pris l'avion. Et on voit vraiment qu'il y a vraiment une rupture de tendance entre ceux qui n'ont pas encore repris le voyage et qui gardent une appréhension et ceux qui ont recommencé à voyager, où là, 60% des personnes interrogées qui avaient déjà voyagé considèrent qu'il n'y a plus aucune appréhension à prendre l'avion. Donc vraiment une rupture de tendance entre des personnes et un vrai point d'inflexion entre avant d'avoir fait mon premier vol et puis une fois que j'ai testé et que j'ai vu que voilà, ça se faisait très bien, qu'on était sur quelque chose d'extrêmement safe et donc on pouvait y aller. Je passe sur le troisième point sur les politiques voyage.
Alors, ce dont on se rend Excusez-moi, compte, Émilie, oui, je peux, avant que vous passiez bien aux sûr. politiques voyage, j'aimerais bien réagir sur ce que vous disiez. Émilie, vous parlez de la flexibilité de vos billets, des mesures sanitaires que vous prenez et tout ça est très, très important. Et vous avez raison d'en parler puisque c'est les choses sur lesquelles vous, compagnie, vous avez la main. Malheureusement, moi, des informations que j'ai, de témoignages que je recueille, il y a deux choses qui sont essentielles pour que le voyage aérien reprenne, et deux choses sur lesquelles vous, compagnie, malheureusement, vous n'avez pas la main. C'est la visibilité des mesures sanitaires, des contraintes sanitaires, parce qu'Émilie, quand vous dites que vous communiquez sur les mesures, les contraintes sanitaires de chacune des destinations que vous desservez, très bien. Mais Émilie, qu'est-ce qu'Air France aujourd'hui a à me dire des contraintes sanitaires en France lundi prochain? Vous n'en savez rien. Donc, cette visibilité-là, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la possibilité d'avoir accès à des tests, en tout cas pour les voyages à l'international, des tests dans de bonnes conditions. Ça veut dire quoi dans de bonnes conditions? Ça veut dire obtenir des rendez-vous facilement et rapidement, obtenir des résultats rapidement. Donc, et ça, vous n'avez pas la main dessus. Et ça, c'est fondamental. Parce que, grosso modo, je crois que le ressenti des clients, c'est que les compagnies font leur job, que les aéroports font leur job aussi. On peut dire même que certains aéroports, et je pense aux aéroports parisiens, à ADP a passé un accord avec un laboratoire pour mettre en place des tests PCR, soit des tests PCR dans des laboratoires en ville de la région parisienne, dans des villes de la région parisienne, soit des tests antigéniques, quand ce sera véritablement accepté, à l'aéroport au départ. Cet accord, il existe. Il faut l'accord de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Okay, cet accord-là, enfin cette validation-là par l'ARS, elle est toujours suspendue. Pourquoi elle est suspendue? Les gens qui sont proches du dossier m'ont dit que c'est pour des raisons politiques. Quelles raisons politiques? Que les voyageurs de l'aérien ne soient pas perçus comme des privilégiés ayant accès à des tests plus facilement que les autres, alors que médicalement, leur cas est non essentiel. Tout ça pour dire la complexité de la chose. Et tout ça pour dire aussi, Émilie, mais vous le savez évidemment, que vous n'avez pas la main sur l'essentiel. En tout cas, on y contribue. Alors, on y contribue conjointement avec les EDD, conjointement, enfin voilà, avec le lobbying qu'on fait au quotidien sur tous ces sujets qui sont effectivement clés et qui avancent. Enfin, je terminerai peut-être sur une petite partie sur les tests antigéniques qui me semblait importante. Effectivement, on n'a pas la main sur tout. Maintenant, je dirais qu'en ayant déjà l'information en temps réel, en faisant le lobbying avec des dossiers qui avancent, notamment sur les tests antigéniques, on va dans la bonne direction. Et merci d'avoir dit, je pense que les voyageurs ont l'impression qu'on fait notre job, mais une bonne partie du pari est gagné. Pourquoi? Parce que, encore une fois, alors Air France bashing, mais pas que, hein, le avion bashing en ce moment, etc., est quand même un phénomène extrêmement fort. Et déjà, avoir cette sensation qu'on a fait notre partie du job, c'est déjà énorme. Hein. Je veux dire, rien que ça, c'est quand même pas souvent qu'on entend ce genre de remarques. Donc Émilie, merci. Oui. Émilie, si je peux juste interrompre pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors nous, de là où nous sommes, c'est-à-dire la visibilité sur la façon dont les compagnies aériennes font face, mettent en place des politiques pour respecter les gestes sanitaires, la sécurité, pour aussi faire face aux demandes, la souplesse à laquelle tu faisais référence sur les conditions de modification de billets, etc. Nous, on voit bien la différence entre certaines compagnies, donc je ne vais pas faire du name and shame, mais en tout cas Air France, effectivement, je pense comme toutes les entreprises, par le temps qui court, hein, je pense aux plateformes, je pense aux agences, ont quelque chose à tirer et à jouer, une carte à jouer en ce moment, parce qu'on est vraiment très observé par les clients, par les entreprises qui sont aussi des intermédiaires, nous-mêmes en tant qu'intermédiaires, et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc c'est vrai qu'en tout cas sur Air France, on a ce retour-là, donc on est là aussi pour le dire. Et sur la partie fluidité, accès aux tests, on est vraiment sur une démarche, nous, très forte, comme tu l'as dit, avec les pouvoirs publics sur la mise en place et le déploiement des tests antigéniques. C'est quelque chose qui est incessant, qui va être incessamment mis en place, sous peu. Et donc, je pense que ce sont des choses qui vont effectivement accélérer un petit peu le mouvement. Ensuite, c'est vrai, comme le disait
le journaliste, David, pardon, il y a un vrai sujet récurrent, c'est où est-ce que l'on peut aller, dans quelles conditions, et le fait que les choses bougent très très rapidement. Nous, on a eu des cas là récents sur la Grèce, par exemple, les choses ont bougé en très peu de temps. Donc voilà, donc on a vraiment ce sujet-là qui est une des briques très importantes en termes de visibilité. Notre demande auprès des pouvoirs publics, c'est que ce soit assez stable. On voit bien que là encore, les choses vont bouger dans la semaine. Et ensuite, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une stabilité pour que chacun puisse effectivement communiquer avec les mêmes éléments. Voilà, donc je te repasse la parole, mais je voulais apporter ces précisions. Je vais juste aborder mon dernier point sur le changement des politiques voyage. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas de changement à ce stade des politiques voyage en tant que telles, c'est-à-dire passer de business en éco, etc. Par contre, on a une lourdeur des circuits de validation, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire un voyage, il va falloir faire valider par le COMEX. En gros, c'est quasiment ça. Et ces circuits de validation ont été implémentés dans les SBT, donc ça ne facilite pas, on va dire, la reprise. Et c'est là qu'on est à la croisée des chemins, effectivement, entre des mesures dites de précaution sanitaire et puis un aspect économique, forcément. Enfin, je veux dire, on lit les deux à ce moment-là. Après, un autre élément qui est ressorti plusieurs fois sur l'anticipation des voyages. Alors, je dois dire que ce n'est pas quelque chose qu'on constate du tout. J'entends le point qui est de dire il y aurait une volonté d'anticiper plus les voyages. Ce n'est pas du tout ce qu'on constate et ça s'explique extrêmement facilement. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, David vient de le dire, enfin, avec le niveau d'incertitude qu'on a aujourd'hui, anticiper un voyage, c'est extrêmement compliqué. Et en plus, la majorité des voyages se faisant sur le court courrier, voire le moyen courrier, de manière assez générale, les voyages sont moins anticipés sur le court courrier. Et ensuite, dernier point, on a un panel extrêmement varié dans nos clients entreprises sur ceux qui ont voulu renégocier, profiter de cette période pour renégocier, et ceux qui, au contraire, nous ont demandé des extensions de contrats sans renégociation. Donc là-dessus, on a été extrêmement flexible. Enfin, c'était pas le moment de mettre un caillou dans la chaussure, je dirais, au contexte. Et donc, on a été à l'écoute de nos clients et on a fait ce qu'il fallait faire sur ces parties-là. Émilie, oui. Sur l'anticipation, en fait, c'est lié plus à la manière de la planification, justement, par rapport à tous les enjeux aujourd'hui sur les workflows de validation. On est plutôt là parce que ce que vous dites sur l'aérien est vrai également dans l'hôtellerie et dans la location de voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens s'y prennent au dernier moment. D'abord parce que c'est renforcé par les politiques tarifaires qui ont été mises en place. Mais l'anticipation au sens organisation, dans l'étude qui sera donnée, qui est plus large, il y a tout ce système organisationnel sur les workflows de validation. Vous verrez qu'effectivement, les workflows de validation rendent encore plus complexes les choses avec des décisions de type CODIR que vous venez d'indiquer. Voilà. Ouais. D'accord, merci Yann. Alors, je vais essayer de finir sur une touche d'optimisme. Donc, depuis le 17 octobre, il y a eu la publication des décrets qui permettent l'usage des tests antigéniques. Alors, c'était une partie nécessaire mais pas suffisante, mais déjà une grosse partie du job. Ça permet de reconnaître ces tests sur certaines destinations et donc en particulier les DOM forcément, et également l'Italie a accepté de reconnaître ces tests-là. On sait qu'on a l'Allemagne qui travaille dessus. Enfin, on pense, voilà, il va y avoir un lobbying conjoint, pareil avec les EDV, avec tout le monde, pour que ça fasse traîner de poudre, mais on pense que ça devrait aller assez vite. Alors après, aujourd'hui, ces dispositifs de test antigéniques, donc pour rappel, un test dans le nez avec résultat dans un quart d'heure, c'est en gros le test antigénique. Ça a été lancé aux aéroports de Marseille et Nice. Donc ça, c'est déjà fait. Effectivement, ADP travaille dessus pour CDG et Orly dans un futur très proche, on l'espère. Après, la recommandation qu'on a aujourd'hui, pour rappel, c'est un backup. C'est-à-dire qu'on continue surtout à préconiser de faire le test en ville. Par contre, si le test est périmé, s'il n'y a pas eu de possibilité de faire ce test, voilà, il y a le moindre problème, on n'aura pas de refus d'embarquement parce qu'on sera capable, lorsqu'il y aura ces comptoirs, et c'est déjà le cas à Marseille et à Nice, d'orienter les passagers pour faire le test dernière minute et donc que ça ne gâche pas le voyage, que le passager puisse embarquer. Je pense que j'ai fini pour mon intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce qu'il y a des questions? En tout cas, celles qu'on a reçues, il n'y a pas de questions particulières là, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je crois que ça a été très complète.
On serait intéressé d'entendre Christine Giraud pour Avis, parce que finalement, la location de voiture, c'est aussi un bon retour du marché, hein, de voir un peu comment ça se passe. C'est un maillon de la chaîne du voyage d'affaires. Donc, Christine. Juste avant que Christine intervienne, on a une remarque d'un autre loueur de Hertz qui nous dit que les réservations dans la location de voiture, il n'y a pas du tout d'anticipation puisqu'elles se font entre 48 et 72 heures avant le début de la location. Donc, très, très peu d'anticipation, ce que tu faisais remarquer pour le transport aérien. Merci Valérie, merci Jean-Pierre. Alors, je n'ai pas préparé d'intervention, je voudrais juste rebondir sur effectivement 2-3 points, dont celui de l'anticipation. Comme vous le savez, les loueurs subissent de plein fouet la crise comme vous, et donc les premières décisions qui ont été prises, en tout cas ce qui concerne le groupe Avis Budget, ça a été de réduire la flotte de moitié. Donc sur une flotte de 40 et quelques mille véhicules, 40-45 000, on en a 2 fois moins. Ce qui implique effectivement une anticipation qui malheureusement ne se fait pas ou pas assez. Et donc met en porte-à-faux les agents de voyage qui ne comprennent pas, qui doivent expliquer à leurs clients qu'il n'y aura pas de voiture non seulement en Corse au mois de juillet ou d'août, mais également à Nice au mois de septembre quand on s'y prend 2-3 jours auparavant. Donc une anticipation qui est évidemment primordiale aujourd'hui, d'autant plus que le changement de comportement de nos clients corporate induit aujourd'hui une prolongation de la durée de location. Autant auparavant, on avait des locations de 2-3 jours, autant aujourd'hui dans le corporate, dans le voyage d'affaires, on a des clients qui louent 7 à 8 jours, voire 1 mois ou 2. Et ce sont les mêmes personnes qui ne comprennent pas qu'elles peuvent garder la voiture, mais que ça aurait été sympa de nous prévenir auparavant. Voilà, donc on a un changement de comportement sur la durée, en tout cas de location. Donc une anticipation qui effectivement est primordiale pour nous. Quand on n'a qu'un véhicule sur 2, c'est compliqué pour nos stations d'apprendre que le véhicule qui devait rentrer à Lyon ne rentre pas à Lyon, mais rentre à Annecy, voire à Bellegarde, comme je le disais ce week-end à des agents de voyage, Jean-Pierre peut en témoigner, et Bellegarde, la station est fermée, donc ça nous implique de mettre de gros frais, évidemment, pour récupérer le véhicule. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si je ne vais pas mettre des frais d'abandon non prévus assez importants pour dissuader ces clients-là, je vous avoue. Donc, une anticipation importante. Et puis, j'ai retenu également le côté sanitaire qui est extrêmement important dans la présentation de Yann. Et là, également, on a des questions des fois qu'on peut se poser sur des entreprises qui ne comprennent pas qu'on est plutôt frileux sur les mises à disposition des véhicules. Pourquoi ? Parce qu'autant auparavant, on était ravis d'avoir des mises d'un parc à disposition et d'amener le véhicule. Pas de problème pour des livraisons et des reprises. Mais maintenant, avec les conditions sanitaires, c'est beaucoup plus contraignant. Si quelqu'un amène la voiture, avec la propagation du virus qui est envisageable, et on préfère que ce soit le client qui, lui, vienne chercher les voitures aux stations. Donc, on a un peu cette ambiguïté entre le côté sanitaire qui est exigé, ce qui est normal aujourd'hui à nos comptoirs, mais en même temps des acheteurs qui aimeraient que l'on revienne au système précédent, c'est-à-dire qu'on livre les voitures comme auparavant, 2-3 fois par jour et qu'on les reprenne, etc. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour nous si on veut appliquer toutes les précautions sanitaires que l'on souhaite. Voilà pour ce qui est en gros d'Avis, Jean-Pierre et Valérie. Juste un 3e point pour ma part. En tant que présidente des femmes du tourisme, on a fait un questionnaire auprès de nos adhérentes pour savoir comment elles avaient subi cette crise qui va perdurer encore quelques temps, qui va certainement mettre à genoux beaucoup de nos consoeurs. Et je vous propose que dès qu'on aura la reprise, on a quand même eu 120 réponses sur 150 adhérentes. Donc, on peut en tirer des conclusions à titre professionnel, mais à titre personnel, bien sûr. Je pense que psychologiquement, beaucoup vont être dans une grande détresse. Beaucoup d'entre elles et de nos confrères également vont être dans une détresse importante. Et je vous propose, si vous le souhaitez, Jean-Pierre et Valérie, de vous envoyer dans quelques semaines l'analyse que nous aurons faite grâce à une consoeur qui nous a permis d'élaborer ce questionnaire.
Merci beaucoup, Christine. En effet, j'ai participé puisque j'ai répondu étant membre de l'association. J'ai répondu en direct, bien sûr. Je voulais en profiter pour dire, pour faire part, on va le communiquer à nos adhérents, mais pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait au niveau des EDV. Jean-Pierre, le conseil d'administration, ont décidé d'apporter une aide aussi, quelque chose, parce qu'on sent bien cet aspect psychologique et la problématique psychologique qui va rentrer en ligne de compte, et de plus en plus avec, encore une fois, l'insécurité des mesures, la prolongation dans le temps par rapport à ce qu'on avait en tête au départ. Donc, il a été décidé de mettre en place une aide psychologique aux chefs d'entreprise et à leurs salariés, mais évidemment qui passeront par, entre guillemets, une autorisation du chef d'entreprise à destination de ses salariés. Donc, on va mettre en place un numéro avec un professionnel sur ce point-là, un professionnel qui est là pour aider psychologiquement le chef d'entreprise et éventuellement ses salariés s'ils le souhaitent. Et puis aussi une aide à la prise de décision. C'est un deuxième volet pour les chefs d'entreprise. Ce n'est pas forcément une aide psychologique, mais une aide dans le tumulte actuel et la tonne de décisions qu'il faut prendre rapidement dans un système qui bouge beaucoup, qui peut permettre d'avoir un peu un sparring partner, un autre chef d'entreprise qui va, avec une vision extérieure, peut-être aider ou accompagner dans la réflexion le chef d'entreprise en question. Donc, on va communiquer bientôt sur ces points-là, mais c'est vrai que la dimension psychologique, à tout niveau, elle rentre en ligne de compte aujourd'hui, même par rapport à l'entreprise, sa dynamique ou sa perte de dynamique par rapport à l'environnement. Voilà, je propose maintenant qu'on ait l'opinion d'une TMC, qu'on change un petit peu de volet après cette étude des voyageurs d'affaires, la vision des transporteurs et des loueurs de voitures, qu'on est celle d'une TMC. Je vais demander à Yorick Charveriad, DGA de l'American Express GBT en France, de réagir aux propos d'Émilie et de Yann. Déjà, merci de nous donner la parole. Déjà, moi, je trouve que cette enquête, elle reflète bien la réalité actuelle de tous les intervenants sur le secteur du voyage d'affaires. Quand on voit à la fin on voit en gros qu'il y aura 50% de déplacements en 2021, c'est à peu près ce qu'on estime, et je pense que si on en a 50%, on a de la chance. Ce qui est quand même très très compliqué. Je pense que surtout on voit aussi qu'il y a c'est de plus en plus complexe de voyager. Et c'est normal. On veut rassurer les voyageurs, donc tout le monde y va de ces mesures sanitaires, et c'est bien nécessaire. On a des tests qui se multiplient, on a des différences de traitement en fonction du pays dans lequel on va. Donc ça devient de plus en plus complexe. Et en parallèle, vous avez des outils qui vous permettent de vous faciliter un tout petit peu plus la vie. Donc je comprends que le choix parfois se fasse de façon très très simple. Et c'est pour ça que moi, ça me fait un peu peur pour les mois et les années à venir. Après, moi, je poserais sans doute aussi une question aux entreprises qui est est-ce que vous allez pouvoir vous passer des gains que vous avez faits en 2020 dans les années à venir? Je pense que c'est un sujet important aussi, parce que bien sûr, on n'incite pas les collaborateurs à voyager, mais on est bien content aussi de faire toutes ces économies à côté. Donc ça serait une question à poser. Et peut-être un travail qu'on pourrait faire tous ensemble, c'est comment on fait pour redonner envie, pas aux voyageurs, mais aux entreprises, de renvoyer leurs collaborateurs et d'ouvrir un peu plus les vannes pour qu'ils puissent revoyager. Je veux dire, on a tous fait des efforts assez remarquables ces derniers mois. On parlait des facilités d'annulation d'Air France, et encore une fois, merci, parce que ça aide. La SNCF a fait pareil, et je pense que ça ne peut que inciter les voyageurs à prendre un billet d'avion et de se dire, ou un billet de train, et de se dire, bon, de toute façon, si il y a une restriction des mesures sanitaires, je sais que je peux me le faire rembourser assez rapidement. Les agences de voyage ont aussi beaucoup investi de temps et d'énergie pour informer les voyageurs et faire un peu la consolidation de tous les éléments, de toutes les normes sanitaires nécessaires avant un voyage. Les entreprises du voyage aussi ont joué leur rôle de lobby, et ça, merci, parce que ça peut que nous aider pour faire passer le message que on est dans une industrie qui est fortement impactée, et on a besoin
besoin des aides de l'État. Maintenant, pour moi, la question à se poser, c'est comment on fait demain. Je veux dire, je pense qu'on est tous conscients du fait que il faut s'adapter à la réalité du jour. Encore demain, si ça se trouve, on va encore avoir des annonces qui vont être un peu plus compliquées à gérer pour nos équipes et aussi pour nos clients, même si on essaye de préserver l'économie à tout prix. Moi, vraiment, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour encourager les entreprises à redonner l'envie aux voyageurs de voyager. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà garantir une véritable continuité de service. Je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait au plus fort de la crise, mais il faut aussi soutenir cet effort sur le long terme. Et ça nécessite un vrai investissement. Je voyais quelqu'un qui remarquait à juste titre dans les chats que Air France faisait quand même voler des avions même s'il n'y avait pas assez de monde dedans. Voilà, ça c'est un effort très concret qui ne peut que nous rassurer sur le fait que on va prendre un billet d'avion puis on ne va pas se faire annuler en dernière minute parce que la compagnie n'a pas assez de sièges remplis. Je pense qu'il faut aussi travailler, on parle beaucoup pour les agences de voyage d'un nouveau modèle financier. Bon, ça, je ne vais pas ouvrir le débat aujourd'hui ici, mais je pense que même moi, quand j'en parle à tous mes clients, ils en sont assez convaincus. Bon, alors, ils sont convaincus, mais après, quand on passe aux travaux pratiques, c'est toujours un peu plus compliqué. Ils sont un peu moins convaincus. Donc, il va falloir être très, très bon vendeur et peut-être être un peu plus strict dans l'application de nos nouvelles contraintes, tout simplement. S'adapter aussi à une nouvelle réalité. La nouvelle réalité, je pense que c'est on va peut-être arrêter de voyager entre guillemets n'importe comment, où on pouvait faire des voyages à l'autre bout de la Terre en aller-retour, un aller-retour en 2 jours pour un rendez-vous. Peut-être qu'en effet, on va être un peu plus sélectif et pourquoi pas, je pense que ça peut apporter que du bien, même ne serait-ce que pour la planète. Par contre, il va falloir aussi donner envie aux nouvelles générations de voyager parce que ces nouvelles générations, elles ont déjà fait 3 ou 4 fois le tour de la Terre. Ça ne les intéresse plus autant que nous de prendre un avion et d'aller découvrir des nouvelles contrées. Donc, comment on fait pour les motiver? On va justement dans le sens de leurs attentes en termes de RSE, de développement durable. Donc, vraiment, et là, ça va supposer des forts investissements en termes de techno. On croit beaucoup, c'est vrai, chez AMXGBT, à la digitalisation. Pas qu'on veuille couper tout contact humain, ça c'est pas du tout le but, et je pense qu'on aura toujours besoin d'avoir des agents qui répondent pour aider à ficeler des voyages très très complexes. Mais on doit donner la possibilité aux voyageurs de faire leur choix en fonction de leurs contraintes personnelles et de leurs attentes, que ce soit en termes de CO2. Est-ce que je peux choisir mon vol en fonction de l'émission de CO2? Est-ce que je peux choisir ma location de voiture uniquement dans un panel de loueurs qui propose que de l'électrique et du hybride? Pour l'hôtellerie, est-ce que je peux avoir accès qu'à un inventaire où je suis sûr qu'il n'y a que des chambres qui sont certifiées enfin pas Covid, mais anti-Covid, enfin les normes sanitaires qui vont bien. Et dernier point, et j'insiste, je pense qu'il va falloir surtout continuer à tous travailler ensemble. Si on veut trouver quelque chose de positif, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir de cette crise, c'est qu'on a, je trouve, un peu plus tous travailler ensemble pour trouver des solutions. On a beaucoup mieux communiqué, et ça, je pense qu'il va falloir continuer parce qu'on a tous intérêt à la même chose, c'est qu'il y ait un peu plus de voyages et qu'on revienne à des niveaux satisfaisants pour tous. Mais pour ça, encore une fois, moi, je pense qu'il faut vraiment trouver les arguments pour convaincre les entreprises. Encore une fois, une entreprise, elle se dit oh là là, j'ai du Zoom qui est disponible et je vois que mon business il marche pas si mal que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'inciter à rouvrir les vannes de mes politiques voyage pour mes voyageurs? Et ça, moi, je pense que c'est un vrai sujet si on veut s'attarder un tout petit peu sur le futur. Merci Yorick, c'est extrêmement intéressant. Je voudrais répondre à 3 des points que tu as abordés. Le premier, c'est les compagnies qui ont pour pratique d'ouvrir des vols et de les annuler ensuite en captant la recette des billets vendus accessoirement. Je crois qu'il nous appartient d'expliquer aux voyageurs, d'expliquer à nos clients
qu'il y a des gens qui sont fréquentables et d'autres qui sont moins fréquentables. Je crois que dans ces périodes-là, on n'a aucune raison d'encourager ceux qui pratiquent mal, ceux qui ont des mauvaises pratiques. Le second point, c'est la digitalisation. C'est un des sujets sur lesquels nous travaillons. Nous sommes en train d'essayer de lever auprès de la BPI le financement d'une étude importante pour travailler et réfléchir à l'accélération de la digitalisation de notre secteur. C'est une nécessité. Et enfin, les nouveaux comportements des voyageurs. Je pense que là, il n'y a aucun doute. Ce que tu viens de dire, ces comportements évoluaient déjà même avant le Covid. Ils seront certainement accélérés par la crise. Et il faut se faire, la crise sanitaire, il faut se faire à l'idée qu'on aura probablement moins de clients, mais des clients différents après la crise que ceux que nous en avions, que le nombre que nous avions avant. Je pense que on voyagera peut-être un petit peu moins, peut-être avec des voyages plus longs, plus raisonnés et moins fréquents. Donc, il faudra adapter notre écosystème à cela. Et puis, enfin, des arguments pour convaincre de reprendre l'avion. Nous y travaillons. On y travaille. Je crois que ce n'est pas juste ponctuellement cette semaine-ci, ce n'est pas le moment, puisqu'aujourd'hui, toute la communication va être faite sur le durcissement des contraintes que nous allons devoir, qui vont nous être imposées. Mais on travaille à cette argumentation pour inciter aussi bien les voyageurs d'affaires que les voyageurs de loisirs à revoyager, à reprendre l'avion, à redécouvrir le monde. Il y avait une question concernant Amadeus, tu peux répondre? Oui, alors il y a des questions sur Amadeus et dans cette chaîne-là. Juste pour vous donner l'information qu'on aura une interview croisée de Jean-Pierre Mas et du président d'Amadeus fin du mois de novembre. Stéphane Durand. Voilà, Stéphane Durand, qui sera accessible à tous les adhérents de la façon dont ça s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire une réunion Zoom qu'on organisera. Et il pourrait y avoir évidemment des questions des adhérents, donc ce sera vraiment l'occasion de rentrer vraiment dans le détail sur ce point-là. Voilà, sur ça. Après, moi, je voulais juste dire un petit point, c'est qu'on est assez content. Il y avait 171 connexions au début de la réunion. On n'a pas terminé complètement, mais on est encore 162, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déperdition en ligne. Ça, c'est plutôt la preuve que c'est intéressant. Et que tout merci à la qualité des intervenants. Oui, bien sûr, évidemment. C'est intéressant. Je te laisse la suite de la parole. Voilà, on avait prévu de conclure cette réunion à 17h15, comme on a commencé avec un peu de retard, il est 17h20. Je pense qu'on aura l'occasion de suivre ce genre de réunion, de le renouveler. Je vous remercie pour votre participation, pour votre attention, et je puis vous assurer qu'aux entreprises du voyage, nous ne lâchons rien, ne lâchez rien de votre côté. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci, au revoir.